Salut l'équipe, Damien Lillard n'est pas grand, mais il est vaillant. Si lui ne court pas à poil sur les parquets, il défend quand même aussi bien ses Blazers que Kirikou défend son village. De là à dire qu'il vaincra le sorcier LeBron Karaba, même si en ce moment c'est plutôt LeBron Cataracte au vu des pourcentages catastrophiques de ses bigleux fétiches. Depuis le début de la bulle, Lillard s'occupe de tout, comme une maman italienne s'occuperait de son fils unique. Lillard repousse les limites et je ne serais pas surpris qu'entre deux matchs à plus de 40 points, ça soit lui qui trouve le vaccin contre le coronavirus. Moi, je vous le dis, l'avenir, c'est pas le Dr Raoult, mais bien Damien Lillard. Fantastique et MVP sans contestation depuis le début de la bulle, la NBA devrait organiser un vernissage à Orlando pour occuper les joueurs entre les matchs, tant ce que fait Damien Lillard est à mettre dans la catégorie artistique. Damien Lillard, c'est de l'art, Lillard de rue évidemment. Reach my peak. Yeah. Bring a diamond around me. It's a Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show, les playoffs ont commencé. Michael Kidd-Gilchrist met même des paniers à 3 points comme quoi en 2020 tout peut se passer avec moi comme d'habitude. Mon fils, ma bataille, il fallait pas qu'il s'en aille. Comment ça va Thomas? Ça va super, écoute, je retrouve mon canapé, je suis ravi d'être là, mais j'étais bien derrière ton petit bureau au max du max. Ouais, je comprends pourquoi tu es là-bas finalement. Ouais, mais le CPE est de retour, monsieur. Alors aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu, c'est et si un what if. Si Thomas avait été un joueur NBA, affûté, avec une hygiène de vie irréprochable, il aurait certainement ressemblé à Axel Toupane, qui est notre invité du jour. Cette image est fantastique. Avant, après, avant, comme vous voulez. Axel, merci d'être là. C'est la première fois que tu es avec nous dans les studios. On avait déjà fait une émission pendant le confinement sur Zoom. C'était sur les meilleurs postes 3 de l'histoire en NBA. Mais là, tu es dans les studios, c'est quand même mieux que d'être derrière un ordi. C'est mieux, c'est sympa. Ouais. Vous avez fait du bon taf. Merci. Merci d'être là. On va en profiter parce qu'on sait que tu as eu un passage en NBA de 2 saisons. Pour prendre un petit peu de tes nouvelles, certains ne suivent pas spécialement ce qui se passe en Europe. On sait que cette année, tu étais à Malaga, en Espagne. Où tu en es aujourd'hui? Déjà, je me suis blessé moi, au mois de février, juste avant que la saison s'arrête. Donc, j'ai pu bien récupérer. J'ai fait une bonne rééduque. Donc, c'est déjà le bon point. J'ai pas de séquelles, pas de douleur, rien du tout. Donc, c'est déjà bien. Et puis après, je suis en train de bien me préparer là, pour pouvoir retenter ma chance aux États-Unis. Là. C'est un peu le projet. On en parlait un peu avant l'émission. Tu nous parlais de tes 2 ans, de ton aventure de 2 ans. Tu avais des étoiles encore dans les yeux. Tu as kiffé cette aventure aux États-Unis. Tu as 28 ans aujourd'hui. Tu te dis que voilà, c'est là-bas que tu veux être et que tu veux jouer. Ouais, bien sûr. Ça a toujours été. Après, là, c'est vraiment aussi les circonstances qui ont fait que je pense vraiment que c'est le bon moment. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de temps pour me préparer. Et voilà, c'est ce que je m'attache à faire en ce moment. C'est quoi pour toi le processus pour retourner en NBA? Quels sont tes objectifs là, à moyen terme? Déjà, c'était vraiment de bien soigner ma blessure. Après, de vraiment être au top physiquement. Parce que surtout quand tu es un role player ou un energizer ou un mec qui essaie de gagner sa place physiquement, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment faire la différence. Donc pour l'instant, c'est vraiment là-dessus que je me suis focus. J'ai encore pas mal de temps pour travailler le basket et le reste. Et puis voilà, après, il y a quand même encore pas mal d'incertitudes. La saison n'est pas finie. La free agency, elle va être un peu plus tard. Le début de saison aussi un peu plus tard. Mais bon, ça, après, c'est le boulot des agents, tout ça. Et on verra comment ça se passe. Ok, en tout cas, on te souhaite merde pour un éventuel retour en NBA. Et on suivra évidemment ça. Bien sûr. Avec la First Team. Au programme, c'est de se mettre les matchs, les matchs de la nuit dernière, les matchs de ce soir. On aura des news, un quiz, un gros débat sur les Bucks. Est-ce qu'ils ont les épaules pour aller au moins jusqu'en finale, voire être champion? On parlera un petit peu aussi de tes prévisions, toi, pour être champion, Axel, tout à l'heure, dans ce débat autour des Bucks. Et puis, le jeudi, c'est le First Day Show, mais le jeudi, c'est aussi
Bagarre générale. Bagarre générale. Donc l'émission sera Aujourd'hui en ligne à midi. Elle est déjà en ligne d'ailleurs au moment où cette émission est sortie. Et donc encore une fois, nos amis nous ont rigolé. Salut les copains, salut les copines. Ça a parlé de coups de pied dans la bouche, de fracture du nez. Enfin voilà, de manière toujours experte, avec de la boxe évidemment. Donc on embrasse nos amis de Bagarre générale. Et l'émission, encore une fois, est en ligne. Émission de très grande qualité. On embrasse nos amis de Bagarre générale. C'est parti les mecs. Allez. On est parti avec les matchs de la nuit sur le premier focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! 4 matchs ce soir, c'est le premier tour des playoffs, donc forcément chaque soir on fait le plein de matchs. Miami, Indiana, Milwaukee, Orlando, Houston, OKC, Lakers, Portland. Thomas, forcément on va commencer par les Lakers. Ouais, allez les Lakers. Hein. On regarde les premiers résultats. Donc les favoris de la conférence Ouest, Lakers ont déjà perdu leur premier match, dans un match perdu 100-93, où il y a beaucoup de choses à dire. Certains sont très inquiets, d'autres pas du tout, parmi la Lakers Nation. En tout cas sur ce match-là, certaines stats sont à mettre en avant. Celle de LeBron en premier lieu, 23 points, 17 rebonds, 16 passes. C'est le premier joueur à faire 20-15-15 dans un match de play-off. Mais c'est surtout les role-players qui ont déchanté. Alors écoutez-moi cette stat complètement folle. Si vous faites l'addition entre KCP, Kuzma, Caruso et Danny Green, ça donne 27 points à 10 sur 41 en tir, dont un 3 sur 21 au tir à 3 points. Ils ont été catastrophiques. On dirait mes notes du bac. On dirait tes notes du bac. Toi Axel, est-ce que quand tu as vu ce match-là, et au vu des dernières semaines des Lakers, est-ce que tu es inquiet pour cette équipe? Pas spécialement. Après, je pense qu'eux, en interne, ils devraient un peu quand même commencer à s'inquiéter, puisque quand tu es trop, entre guillemets, cool, surtout en play-off et dans des circonstances comme ça, c'est pas bon, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de fan, il n'y a personne pour vraiment te pick-up si tu tombes, ouais. Et voilà, après, je pense que la rotation, elle va un peu changer. Je pense qu'il y aura plus de Quinn Cook, de Dion Waiters, même de JR, je pense. Mais je pense quand même qu'ils vont passer le premier tour. Pas d'inquiétude sur le résultat final, ça c'est pas la première inquiétude, c'est juste dans le jeu. Mais quand on dit inquiétude, et on en parlera tout à l'heure avec les Bucks, où c'est pas des inquiétudes, c'est une interrogation plus, mais c'est pas sur le premier tour. Mais les Lakers, on les attend où? Finale ou champion? Les Bucks, on verra tout à l'heure, on les attend finale ou champion. C'est sûr que sur le premier tour, il n'empêche que ce soir, ils sont quand même dos au mur. On sait que Portland est une équipe compliquée à jouer. Qu'ils lâchent pas les matchs, on l'a bien vu, et que sur les fins de match, ils sont très forts parce que ça fait 10 jours qu'ils sont dans un mode playoff, et que si ça reste un match de basket, tu te fais prendre parce que tonton Lillard a décidé d'en mettre 40, et que son pote, il a décidé d'en mettre 40 aussi ou 30, et que tu vois, c'est une équipe pas simple à manœuvrer. Mine de rien, ce soir, sans crier sonnette d'alarme, il y a quand même une forme d'urgence parce que si tu perds, t'es mené 2-0. Et là, quand même, ça fait vilain, quoi. Avec 2 matchs à domicile, en plus. Voilà. Bon. Non, mais après, moi, je suis là où je suis. On se rejoint de toute manière, ça fait plusieurs semaines qu'on dit qu'on est inquiet, mais en fait les mots ont un sens, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire qu'ils vont se faire sortir au premier tour. On dit que tous les facteurs qui te permettaient avant le confinement de dire que les Lakers étaient parmi les favoris, on les retrouve pas. C'est-à-dire l'intensité défensivement, l'absence d'Avery Bradley et donc l'adresse. Danny Green a fait une bonne saison jusque-là, en tout cas jusqu'à la bulle. Quand tu rates autant de tirs ouverts, c'est difficile. Ouais, absolument. Ouais. Mais du coup, tu te retrouves quand même dans une situation où LeBron est tout le temps en train de chercher la passe. Moi, c'est un truc, on me dit, mais c'est incroyable qu'il fasse 16 passes. C'est incroyable. Dans ce match-là, si les autres sont à peu près au niveau, je pense qu'il en fait 21, 22, 23 passes. Mais le truc, c'est qu'un match de basket, ça se gagne aussi en mettant des points. Et nous, on aime les meneurs de jeu, parce que LeBron est un meneur de jeu aujourd'hui, qui, même s'ils sont dans la passe en premier lieu, sont capables, et il est capable, il l'a fait plein de fois, de prendre la balle, de marquer 7 points de suite et de faire gagner son équipe. Là, dans ce match-là, c'est Damian Lillard qui l'a fait. C'est pas LeBron. Donc, tu aurais préféré un LeBron à 35 points et moins de passes? Sur ce match-là? Sur ce match-là, c'est peut-être ce dont ils avaient besoin. Après, je pense que LeBron, il est toujours en quête de donner confiance à ses coéquipiers. Ils ont eu des gros problèmes d'adresse toute la bulle. Et ils ont quand même des relativement bons shooters. Et je pense qu'il a vraiment voulu les mettre en confiance. Comme le premier match de saison régulière, quand il perd contre les Clippers, lui, il sait de quoi il est capable. Il sait que quand ça va être chaud, il sera là. Donc il essaie vraiment de mettre tout le monde entre guillemets au niveau, tu vois. Hier, KCP, il est à 0 sur 9 au tir, 1 point. Anthony Davis, un petit mot aussi, qu'on n'a pas retrouvé au top. Il faut qu'il soit très dominant, mais comme LeBron, il était à court de rythme, il finit à 8 sur 24 au tir, il rate 4 lancers à un moment, cata. Hier, Shaq dit un truc archi intéressant, et c'est la théorie qu'on avait eue, c'est que LeBron James et Anthony Davis doivent être les deux en même temps au top. Anthony Davis, il a quand même une bonne première mi-temps, 21 points, il en met que 8 en deuxième. Boum, sanction, le coup près tombe. On a vraiment l'impression que LeBron James et Anthony Davis, alors aussi forcément là c'est vrai qu'on a dit que les soutiers n'étaient pas non plus au niveau, mais ces deux-là
n'ont pas le droit de rater ne serait-ce qu'une mi-temps, sinon tout de suite les Lakers sont dans le dur. Et en face, les Blazers font pas le match de l'année. Hein. Non, mais Ils marquent que 100 points. Ils sont pas dans une adresse folle. Lillard met son tir du logo, on retient ça. Mais ils font pas un grand match. Ouais, mais sur le Money Time, on a senti une équipe qui a l'habitude, on sait à qui on va donner la balle. tout à Melo fait. met un gros tir à 3 points. Ouais. Lillard met encore des tirs importants. McCollum aussi. C'est pas simple. Hein. C'est une équipe poil à gratter, on le savait. Donc ce soir, il y a quand même. Il y a urgence. Faudrait pas se rater pour nos amis des Lakers. Tout à fait. On enchaîne avec, on reste à l'ouest puisqu'on y est. Houston, OKC Houston qui nous a fait une énorme impression, Axel, par l'adresse, mais on sait que quand les Rockets sont à droit, ça marche très bien, mais surtout, défensivement, on a tenu les duels, on n'a rien donné et on n'a pas retrouvé l'équipe de OKC dont on avait l'habitude. Bah écoute, moi c'est un peu les deux équipes que j'aime vraiment beaucoup, un peu les équipes coup de cœur. Tu peux rejouer pivot hein, aux Rockets. C'est clair. C'est ça, un peu Covington. Plaisir. Mais non, bah Houston, ils ont quand même montré qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience que OKC. Et bah, ils ont gagné le match quand même relativement facilement. James Harden a été très fort. Eric Gordon qui revient aussi, c'est bien qu'il ait mis dedans et qu'il ait été bon. Et puis après, ouais, leur small ball, pour l'instant, ça tient la route. Ils manquent Russ toujours. Donc bah, sur cette série, je pense que Houston, ils vont passer en 5 ou 6 matchs. Ils ont pris un vrai ascendant, quoi. Ouais. Bah, je pense qu'ils l'avaient déjà, comme je disais, en termes d'expérience. OKC, j'aime beaucoup, mais peut-être qu'ils sont un peu jeunes. Shai Gilgeous-Alexander, par exemple, il a un peu clairement. souffert. Schroeder a été catastrophique. Schroeder était cata. Et ce qui est dingue, c'est que de toute façon, contre les Rockets, le duel, c'est à l'intérieur comment ça se passe. Est-ce que les intérieurs adverses vont faire du 20 et 20, dominer au rebond off et dans la dissuasion? On a vu Steven Adams s'être beaucoup servi au début et en fait, ils n'ont jamais réussi à imposer un duel gagnant à l'intérieur. Et si tu n'arrives pas à gagner ce duel-là, et qu'en plus les extérieurs sont pas ouf et en fait les extérieurs des Rockets tiennent les duels, bah, tu te retrouves dans la merde. Tout simplement, en fait. Et de toute façon, et tu nous l'expliquais, Axel, avant l'émission, c'est que quand t'es grand, poster un petit, sauf si t'es Joel Embiid ou Hakim Olajuwon, mais c'est pas le cas de tous les pivots, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. T'as des petits dans les pattes, et Houston l'a parfaitement fait. Ils sont venus dans les jambes tout le temps d'Adams, qui était bon au début du match. Qui était bon, mais à la longue, ils l'ont usé. Ouais. Non, c'est clair. Bah, c'est surtout en plus quand t'es un big, t'es pas forcément un scoreur. Si Madame, c'est un super joueur, c'est un très très bon joueur, mais c'est pas sa qualité première, c'est pas être un scoreur. Bah, même quand tu as un petit contre toi, même si tu as un shoot relativement facile, tu peux le rater tout seul aussi, quoi. Tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, bah, après, c'est pour ça que Houston aussi, ils ont adopté cette stratégie. Et bah, Daryl Morey, c'est un gars des chiffres. Il a bien vu que au post-up en NBA de nos jours, c'était pas assurance touriste, quoi. Donc, clair. ils ont gamble dessus et. Pour l'instant, ça va. Vas-y, il y a juste deux mecs qui font sortir, donc Eric Gordon pour son retour et Jeff Green qui régale. Plus 28 de plus-minus, 22 points à 8 sur 12 au tir. Jeff Green, il régale. Il régale. C'est un super pick-up pour eux. Là. Vraiment, je trouve. Tout à fait. Les deux côtés du terrain, physique. Non, c'est tout à fait le profil qui vrai va bien. Milwaukee-Orlando, on va aller très rapidement dessus parce que c'est notre débat. On reviendra dessus. Donc Milwaukee s'est fait surprendre par une équipe du match. Les trois équipes favorites se sont fait surprendre. Et ça fait très longtemps que les deux premiers de l'Est, enfin de Est et Ouest, n'avaient pas perdu. Pour les matchs. Ouais, c'est pour les matchs. En fait, les matchs à domicile, mais bon. J'ai plus la date. On va sur Miami-Indiana. C'est une série archi intéressante et on a vu un super premier match et le hit dominant et grâce notamment à encore un Jimmy Butler plus leader que jamais, Thomas. Jimmy Butler, il met pas de 3 points pendant la bulle, mais dans ce match-là, il en met 2 énormes parce que c'est un joueur supérieur et que c'est un joueur qui n'a peur de rien en fait. Et c'est vrai que la mue de Jimmy Butler là avec Miami, elle est impressionnante. On se souvient tous à Minnesota, les histoires avec Anthony Towns, à Philly, il y a eu quand même 2-3 fritures avec Joel Embiid et tout ça. Mais là, en fait, on sent que c'est un mec épanoui, heureux dans un système. Il crie sur les interceptions. Il se régale et dans son petit duel avec TJ Warren, c'est le gars d'expérience qui fait gagner son équipe tout simplement et c'est là où on l'attend. De toute manière, dans les fins de match, on sait qu'il est capable sur des ISO de te faire gagner pourquoi pas des séries. Et ils ont gagné un match finalement tout à fait logiquement. Même si c'était un super match. Ça a été un super match à serrer, mais c'est vrai, ils ont bien géré le money time. Petit basculement dans ce match, c'est Oladipo qui prend un doigt dans l'œil, qui est sorti, qui n'est pas revenu, à voir s'il sera de retour pour le match 2. Ce soir, voilà, on a fait le tour des matchs de la nuit. On va... Ça te dit de gagner du pognon un peu quand même, Axel? Il n'a pas le droit de parier, alors tu lui dis... Non, mais il n'a pas le droit de parier. Mais nous, en tout cas, on essaie de faire gagner de l'argent aux joueurs. Évidemment, il n'a pas le droit de parier. On essaie de faire gagner de l'argent à nos amis qui nous regardent. On fait du mieux possible. C'est évidemment la séquence Parions Sport.
Thomas, aujourd'hui, on a des pronos et un gagnant. Tout à fait, comme d'habitude, on a un petit combi donc, sur les matchs qu'on vient de citer de ce soir. Et on a un gagnant, un t-shirt des Nets, je crois, grâce à un bon... Qui sera le meilleur rebondeur de cette nuit NBA? C'était donc Jarrett Allen et donc notre ami Gdam28. Tu as gagné, on va te contacter pour avoir des free bets et donc ce beau t-shirt. Bon, on va surtout parler des matchs du soir. Est-ce que c'est intéressant de jouer les Bucks ce soir avec un écart? On va vous dire oui. Oui, on parie Avec quand même. l'écart, hein. Alors, on va en parler dans le débat, mais on peut imaginer un sursaut des Bucks. Voici le combi proposé chez nos amis de Paris en Sport. Alors, on va rejouer sur le Indiana-Miami dont on vient de parler. 1,58 victoire du Heat. Bucks, Magic, on imagine les Bucks donc avec un handicap de -6 gagner. Ça nous fait un peu une cote un peu plus sympatoche à 1,44. Et enfin, les Lakers. On parie sur une réaction, en fait, tout simplement, des Lakers. Ça nous donne une cote à 3,05. Ça te va, Erwan? Ouais, c'est pas mal. Tu vois, en fait, ça me paraît évident. Oui, il n'y a pas de risque, on n'est pas dans un pari fou comme on a pu faire chaque semaine, mais c'est bien des fois de la jouer un peu safe. Ah, frérot, il y a des matchs tous les soirs. Le but, c'est de gagner petit, 10-20 balles tous les jours. Et à la fin, ça te fait un salaire. C'est clair. Steve Jobs a commencé comme ça. Steve Jobs a commencé comme ça, absolument. Ouais, c'est ça. Donc on a fait, il n'y a pas de code boosté cette semaine? Pas de code boosté, non. On en fera ça lundi à 18h comme toujours. On vous montrera les meilleurs codes. D'ailleurs, lundi, on a encore été très bon. On a passé un super combi. Donc le lundi sur Twitch, c'est notre petit rendez-vous Paris sportif. Et il y a pas mal de codes boostés qui sont passés. Hein. Jamal Murray notamment, qui était à 25 points. Elle est passée tranquille, notre ami Jam. Et aussi Donovan Mitchell. Faut aller sur Donovan Mitchell en ce moment, à plus de 24. Il a failli toucher le cercle. Il met que des filoches. C'est incroyable. Le Jazz, on en parlera tout à l'heure dans le deuxième focus sur les matchs d'hier soir. On enchaîne la grosse partie de l'émission. On va forcément parler des Bucks, le MVP en titre, les premiers de la NBA même avec leur bilan. Ont-ils les épaules pour aller en finale? C'est notre gros débat. Alors oui, on a eu envie de parler des Bucks et de se demander s'ils avaient les épaules. Alors les épaules, ça veut dire quoi? Pas avoir les épaules évidemment pour passer le Magic, même si cette première défaite a fait un peu tâche. On imagine, quand même, on va pas s'inventer une vie, que les Bucks devraient quand même passer le Magic. Mais on avait envie de voir plus loin, Axel. On avait envie de se demander, est-ce que ces Bucks-là ont les épaules pour être un futur champion NBA ou même aller en finale NBA? Est-ce que toi déjà, comme ça à brûle pour point, comment tu vois ces Bucks dans ces playoffs? Écoute, moi je pense vraiment que ça va pas être simple pour eux. Je pense que c'est une équipe qui va vraiment souffrir du manque d'avantage, ne pas avoir l'avantage du terrain. Je pense que ça va vraiment les pénaliser parce que c'est une équipe qui est forte à domicile et ils auraient eu l'avantage du terrain tous les playoffs. Donc ça déjà, je pense que c'est pas un bon point pour eux. Après, est-ce que je les vois aller en finale NBA? Je pense qu'ils vont avoir du mal. Je pense que jouer contre Miami, contre Toronto, je sais pas qui joue au prochain tour. Au prochain tour, c'est Miami-Indiana. Miami-Indiana. Donc c'est Miami deuxième tour et après finale de conf, Boston. Toronto potentiellement. Contre Toronto ou Boston. Si on reste dans, évidemment. Moi je pense qu'ils vont avoir du mal. Je pense qu'il leur manque encore un joueur. Nice est exceptionnel. Ils ont des bons shooters. Mais personnellement, Bledsoe, je pense qu'il peut vraiment avoir un rôle important à jouer, mais... Je te sens sceptique en fait. Je te sens un peu. Quand on pose cette question-là, c'est pas parce qu'ils ont perdu contre le Magic. La défaite contre le Magic, c'est juste la confirmation d'un début de sentiment. De certains doutes. Et alors, il y a un parallèle à faire avec les Lakers qui n'a absolument rien à voir. Moi, je les vois aller très loin, je les vois quand même aller en finale, mais dans le cas où ils se trouvent. Et c'est vrai que le fait de ne pas jouer à domicile, ça peut effectivement peser dans la balance. Le truc, c'est que quand tu regardes l'équipe des Bucks et leur style de jeu, tu as l'impression que la pression peut vraiment les faire flancher dans les grands moments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un tir ouvert pour Eric Bledsoe, il y aura gamelle, il y aura un airball, il y aura ce genre de truc, parce qu'il leur manque ce petit truc peut-être pour être la grande équipe qu'ils souhaitent être. Ce qui est un peu... Alors, la défaite face au Magic, on va remettre les choses dans le contexte. N'oublions pas que l'année dernière, Toronto perd contre ces mêmes Magic avant de gagner 4-1. DJ Augustine, bien sûr. Et d'être champion NBA. Moi, la défaite contre le Magic, en soi, ça me gêne pas. Parce que Orlando a rien à perdre. Ils sont défoncés, c'est important. Mais c'est ça. Ah ouais. Moi, ce qui me gêne, c'est la manière. C'est qu'ils sont dominés du début à la fin. Ils sont dominés dans l'impact, dans les duels. Ils sont dominés tactiquement. Moi, je trouve que défensivement, on n'a jamais su s'adapter à notre ami Vucevic ici, qui a mis enceinte 4 fois dans le match Brook Lopez. Bon, regarde d'ailleurs, il a enceinte là. C'est ça. Pourquoi là, il est en train de pousser là. Poussez, monsieur. Contraction. Donc voilà, Nicolas Vucevic, incroyable, 35 points, 14 rebonds. Et je les ai trouvés
frustré très rapidement dans le match. J'ai vu des choses. Moi, cette équipe, ça fait 2 ans, on la voit évoluer. C'est une équipe qui, normalement, c'est une équipe solide, qui a des certitudes défensivement, offensivement. On fait pas n'importe quoi. Et là, face au Magic, très tôt dans le match, ils ont été menés. Ils sont menés 10 points dès le premier quart-temps. On shoot très vite sur des premières intentions. On voit Giannis prendre des tirs à 3 points sur du jeu rapide. Il avait envoyé une brique en haut. Ouais, c'est pas sa spécialité. Alors certes, il met le premier. Non, il met pas que le premier. Il fait, Oui, il fait 3 sur 4. Il fait un gros match dans l'adresse, mais on en reparlera. Mais c'est bien la preuve que sur l'adresse, on s'en fout. Mais quelque part, là, on est en train de complètement changer l'ADN de cette équipe-là. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est que, oui, cette équipe-là, depuis 2 ans, a créé un style de jeu maîtrisé, carré, qu'on a vu jusque dans la bulle, même le début de la bulle. Et là, on a l'impression que c'est rajouté quand même. Là, cette fameuse pression, on y reviendra un petit peu après. Comment on peut expliquer que tactiquement, il se soit fait comme ça autant beauté par Orlando? Parce que perdre sur un match, sur une fin de match, quand on t'emmène avec des Didier Augustin, tu tombes sur un grand Vucevic, pourquoi pas? Mais comment tactiquement, on a senti les Bucks, alors que c'était plutôt leur force, on les a sentis autant dépassés comme ça? Ils sont tombés clairement sur un Nikola Vucevic qui a été fantastique, c'est important de le dire, et ils n'ont pas trouvé la solution. Je pense que ne pas mettre Giannis à un moment donné sur lui, un peu en mission, en lui disant Brook Lopez prend cher. Giannis, tu fais partie des finalistes des meilleurs défenseurs de l'année. Frérot, il faut que tu t'en occupes. C'est curieux. Alors, ils ont switché beaucoup. Alors, chaque fois qu'il y avait switch, Vucevic sur le post-up a été grandiose. Et quand ils switchaient pas sur les pick and roll, il emmenait Brook Lopez au large et il lui a mis museau. Il y a quoi à faire quand un joueur est en feu comme ça, Axel? Moi, je pense que c'est pas forcément en termes de stratégie. Je pense vraiment que Orlando, pour le coup, par contre, ils ont vraiment bien préparé leur match. Et que Milwaukee, je pense qu'ils pensaient que ça allait être un peu facile. Ils ont été surpris. Et puis après, en NBA, avec le talent des mecs, quand tu prends un premier coup, en plus, on le disait, pas de fans, personne pour te rebooster, tout ça. Ça peut donner des matchs comme ça, tu vois. Donc, je dirais pas que c'est vraiment un problème tactique. Après, c'est vrai qu'il y a la question du pick and roll avec Vucevic, qui est poste 5, qui peut popper, qui peut roller, qui est pas forcément évidente. Mais je pense quand même qu'ils ont les joueurs pour lui rendre la vie difficile. Vous avez parlé de Giannis. Même au post-up, on parlait des petits, des bleds, tout ça, où ils peuvent venir trapper. Je veux dire, il y a plusieurs... Ils ont des solutions pour aller trucs. Surtout que Evan fait un tout petit match dans l'adresse. Il met 9 points à la fin. Il met 3 points pour clore le match. Et c'est aussi ça la force du Magic sur ce match, c'est que ils ont trouvé des solutions dans le money time, alors que les Bucks faisaient un rapproché. À un moment, il y avait égalité d'ailleurs entre les deux équipes. Donc voilà. Ce match, je pense pas qu'il faille le prendre pour content. Ça, c'est sûr. C'est pas du tout des conclusions hâtives. C'est juste un truc un peu plus global où ce qu'on a retrouvé dans ce match-là, c'est des choses qu'on pourrait retrouver plus tard en play-off. C'est-à-dire que Giannis, quoi qu'il arrive, fait des stats. Avec d'autres enjeux. Oui, forcément, avec d'autres enjeux. Et surtout, moi, je me projette beaucoup face au Heat, où le Heat est la pire équipe pour cette équipe des Bucks. Et en fait, on se rend compte que Giannis, quoi qu'il arrive, va être fort. Giannis va faire des stats. Il va faire 30 et 15. Il va faire des passes. Pourquoi pas mettre dedans? Sauf qu'à un moment donné, le basket, ça se joue à 5. Et qu'on l'a bien vu avec LeBron, là, avec les Lakers, c'est quand tu fais une passe à un mec qui est ouvert et qui met pas dedans, ça te met dans la merde. Si en plus tu prends la marée derrière défensivement, et du coup ça fait de sacrées différences. On voit ces stats, 31 points, 17 rebonds, 7 passes. C'est un énorme match. C'est un énorme match. J'ai trouvé, mais une fois de plus, j'ai trouvé que quand on le cherchait sur notamment du jeu en triangle proche du cercle, là, il a fait énormément de mal à la défense du Magic. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas insisté assez là-dessus. Tu vois, sur ces passes lobées, il y a eu beaucoup de paniers faciles. Quand il est quand il y a 4 mecs en fer à cheval et lui à l'intérieur, c'est très compliqué, ce système-là. Et pourtant, ils finissent le match pour revenir avec Antetokounmpo en pivot, mais qui est plus dans la raquette, qui est lui aussi en fer à cheval, donc le 5e en fer à cheval. Et là, on trouve une équipe qui est prévisible et qui joue plus son jeu. Et moi, c'est ça qui me surprend, c'est qu'au bout de 2 ans, où aujourd'hui ils ont le calibre d'un favori, ils sont capables, sur un match de play-off, de se dire, de complètement déjouer comme ça. Alors, c'est qu'un match. Mais en même temps, je me dis, mais ils perdent pas parce qu'en face, il y a une super équipe sur un vrai match. Ils perdent en se faisant démolir et surtout en jouant contre nature. Après, Giannis, il fait encore des trucs grossiers, des passages en force, de bourrin. Alors, c'est un truc en play-off qu'on voit beaucoup plus qu'en saison régulière parce que les défenses sont meilleures, on s'adapte et les gars sont intelligents. Mais il fait des trucs parfois. Tu dis, le gars, il vient juste là, il est juste dans le bon timing, il le prend plein fer, il dit, mais non, je fais, mais gros, attends. Là, au bout d'un moment, c'est aussi là qu'on l'attend, c'est-à-dire il perd 5 fois la balle dans ce match-là, c'est là où on t'attend, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu la joues un peu plus fine, et ça fait depuis qu'il est là, en fait, qu'on dit ça, depuis 3-4 ans où il joue les playoffs, c'est sa 6e campagne de playoffs, il va falloir que lui aussi adapte un peu son jeu quand les défenses se resserrent, et on l'a vu dès le premier match face au Magic d'Orlando, quoi. C'est ça un peu qui peut te faire peur pour la suite. Quel regard t'as sur le jeu, toi, de Giannis Antetokounmpo?
Ouais, il est exceptionnel. Il porte bien son surnom. Hein, c'est un feu de la nature. Après, je trouve vraiment que Milwaukee, ils dépendent trop de lui, quoi. Ils ont un jeu qui est quand même assez unidimensionnel. Ça veut dire que c'est lui qui drive, qui ressort et les gars shootent, quoi. Et ça, en playoff, malheureusement, Toronto, ils l'ont bien montré l'an dernier. Et je pense qu'Orlando, ils sont beaucoup inspirés de ça. Quand tu collapses un peu et que vraiment, comme vous avez dit, tu mets la pression sur les shooters, c'est plus compliqué, quoi. Parce que c'est un peu leur seule solution, quoi. C'est vraiment leur jeu, c'est ça, quoi. C'est lui qui crée, qui ressort. Et après, les gars, ils shootent. Donc, si tu es dans un jour comme ça où tu mets pas dedans, t'as pas vraiment d'autres solutions, quoi. Est-ce que tu penses que l'évolution de Giannis, c'est vraiment sur l'adresse extérieure à 3 points? Est-ce que c'est là qu'on l'attend en play-off? Pas forcément, tu vois. Là, tu l'as dit, il a fait 3 sur 3 sur 7. Il a 3 sur 7 à la fin. Ouais, non, pas forcément. Mais moi, je pense que le point que tu as soulevé avant, c'est peut-être la justesse. Justement, ses charges, comment il trouve ses coéquipiers, tout ça. Je pense que ça peut être plus important pour lui que forcément son tir, tu vois. On rappelle, Giannis Antetokounmpo a 25 ans. À 25 ans, il est déjà MVP. Mais il va être 2 fois MVP sûrement. Il risque d'être 2 fois MVP. On a fait une comparaison un petit peu avec d'autres grands joueurs qui, à son âge, n'étaient peut-être pas MVP, étaient encore moins champions NBA. Donc voilà, on a pris des mecs... Des bons joueurs de basket. Des mecs plutôt qui peuvent dépanner en général en National 2 quand il manque du monde. Donc Michael Jordan, drafté en 84, premier titre de MVP en 88, donc 4 ans après, et premier tir de briller en 91. Donc il y a quand même, tu vois, du temps, en tout cas jusqu'au premier titre. LeBron James, premier titre de MVP en 2009, premier titre en 2012. On connaît les difficultés qu'il a eues, notamment avec Cleveland. Kevin Durant, drafté en 2007, MVP 7 ans plus tard. Et premier titre 10 ans plus tard. Donc voilà, aujourd'hui, pour Giannis, quelque part, qui a que 25 ans, on a l'impression que les échéances, elles arrivent beaucoup plus tôt, presque pour les autres. Ouais, les gens ont plus d'attentes, parce qu'il a, entre guillemets, éclos si rapidement, et c'est tellement un phénomène que c'est toujours comme ça. Hein. C'est souvent les attentes des gens qui peuvent ou te tuer, ou te faire te dépasser. Mais là, clairement, il est toujours en bonne voie, et ça reste quand même un joueur exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que s'ils perdent cette année, en tout cas, ils ne vont pas en finale, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. On se rend compte quand même que LeBron et KD, par exemple, ont dû changer d'équipe pour aller gagner. Après, pour Milwaukee, c'est grave. En fait, la conséquence, elle n'est pas pour Giannis. Ouais, c'est ça. Elle est plutôt pour les Bucks. Je pense que le problème de ces Bucks, il n'est pas dans le basket. Je pense qu'ils ont, en 2 ans... Ils ont une magnifique équipe. Ils ont construit quelque chose de... Ils ont construit quelque chose de très solide. Ils sont équilibrés sur tous les postes. Moi, je crois que le problème, il est un problème qui arrive avec ce qui fait la différence entre une très grande équipe et une bonne équipe, c'est gérer la pression, comment la gérer. Et c'est pour ça que je suis très curieux de voir la suite et leur parcours en playoff cette année aux Bucks. On les a vus l'année dernière quand même mener 2-0 face à Toronto. C'est eux l'année dernière quand même qui ont le plus bégayé contre Toronto avant d'en perdre 4 d'affilée. Tu dis quoi? Non, j'ai dit presque 3 en plus. Presque 3, ouais. Ils perdent en prolongation. Bien sûr, c'est ça. Presque 3. Et donc, aujourd'hui, je pense que, baskettement parlant, ils ont les certitudes. Maintenant, c'est la pression. Mais jouer avec la pression et sans pression, c'est pas le même métier. Hein. Je confirme, on est meilleur à la Boost Factory que dans des playoffs NBA. Hein. Tu me dis, Axel, ce que t'en penses. Hein, mais Quand je suis dans ta nuque, à la Boost Factory, t'as la pression. C'est vrai, c'est la pression du public. Le problème, c'est que je suis dans ton équipe et les gens comprennent pas trop. J'avais une question défensive. Après, on va aller sur le supporting cast qui va être aussi très intéressant, puisqu'on ne gagne jamais seul et on le verra tout à l'heure. À un moment donné, toi, Axel, qui a été en NBA, est-ce qu'une superstar comme Giannis, bon défenseur, et moi, il ne peut pas dire à son coach, mets-moi Vucevic en bugne-à-bugne, je vais m'y mettre? Tu peux, maintenant, le truc en NBA, c'est, tu vois bien, il y a des pick and roll sur chaque action. Même si tu restes en bugne-à-bugne avec Vucevic, tu ne peux pas non plus laisser Bledsoe aller au panier tout seul et ressortir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait pas mal de problèmes. Après, c'est des choix. Hein. C'est des choix, je veux dire... Clairement, je ne pense pas qu'ils s'attendaient, même s'ils savent que Vucevic est un All-Star et un très bon joueur, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il fasse un récital comme ça. Je pense que dès ce soir, ils vont adopter une stratégie différente et il va peut-être sûrement pas, je pense, remettre 35 points et faire le même match qu'il a fait. Hein. S'il remet 30, c'est qu'il est sur un nuage, le bon Nico. Hein. Il est capable. Le bon Vuce, hein. il est capable. Après, ce qui est fort avec Vucevic, juste pour faire cette petite parenthèse, c'est l'alternance. Ouais, il est tellement adroit. Il a développé un jeu ces dernières années. Il peut driver, bon passeur. C'est un bon calvaire, tonton. Hein. Et en fait, ils ont mis Gary Clark dans le 5, qui est un shooter intérieur exclusif. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils évitent d'avoir Brook Lopez au large, à les mettre dans la merde. Donc après avoir, t'as raison. Moi je pense que dans un match, une superstar, elle peut pas le dire. On a très vite compris qu'à un moment donné, c'était Vucevic qui décantait tout.
Je préfère que Gary Clark me termine en disant bon ok, plutôt que Vucevic qui est All-Star et je sais que tu vois qui Et l'année dernière, on se souvient que Toronto, il s'était réveillé et que derrière, ce bon vieux Nico, il avait pris cher. Hein. Mais bon, bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On va aller sur le supporting cast justement, parce qu'on a bien vu, que ça soit dans le tableau tout à l'heure, les Jordan, les LeBron James, les Kevin Durant, ils ont toujours gagné avec quand même des mecs autour. Oui, je vous vois arriver avec Kevin Durant. Évidemment, Kevin Durant a gagné avec beaucoup de monde autour de lui, certes, mais voilà, tout ça pour dire que le supporting cast est aussi important. Est-ce que, Axel, ce supporting cast te paraît suffisant pour être champion ou pour au moins aller en finale? Je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient tous au plus que parfaits pour que ça passe. Hein. Je pense vraiment qu'il faut que... Donc, marge de manœuvre limitée. Il n'y en a pas un qui peut se rater ou passer à travers. Il faut que si défensivement, ils soient tous... après, ça reste quand même relativement tous des bons défenseurs, mais il faut qu'ils soient tous au top. Et ouais, je pense vraiment qu'ils n'ont pas énormément de marge de manœuvre, en fait. Moi, j'ai l'impression que ce tableau, en fait, il dépend d'un seul homme. Il dépend de Chris Middleton. Parce qu'effectivement, il faut que tout le monde soit bon. Mais Brook Lopez, on attend, là, on voit 20 points dans la bulle, on n'attend pas à ce qu'il soit à 20 points par match. Mais par contre, on attend que Chris Middleton soit au top niveau possible. Il n'est pas du genre à s'effondrer en play-off, mais il n'a pas encore eu cette campagne où on se dit waouh, il est extraordinaire et tout. Il a eu des coups de chaud. Il a eu des coups de chaud, on se souvient à Boston, le tir à 45 là, de 10 mètres, incroyable. Mais je crois que ce tableau, il dépend que d'un seul homme, c'est-à-dire que Chris Middleton doit être ce lieutenant plus des grands moments. Si Giannis flanche, il doit être capable de faire un match à 32. Il est capable de le faire, on l'a vu en saison régulière, on le voit depuis quelques saisons maintenant. Mais les playoffs, c'est une autre forme de focus, c'est une autre forme de concentration et d'implication. Donc est-ce qu'il est capable de se faire mal ? C'est une question à laquelle je pense que même lui ne peut pas répondre en fait. Tu vois, il peut pas répondre à cette question-là aujourd'hui parce que il sait pas s'il les a. Et les épaules, il y a les épaules de Giannis, mais il y a aussi les épaules de Chris Middleton. Quand on voit les supporting cast des équipes championnes ces dernières années, enfin en tout cas qui vont en finale dans la conférence Est, donc effectivement t'as LeBron, donc t'as pas besoin d'être très très fort autour, hein, mais bon, passons un peu sur 2018. Mais en 2019, pourquoi Toronto va au bout ? C'est parce que Fred VanVleet se découvre un niveau de All-Star incroyable. Kyle Lowry est très très bon et pourtant on se souvient du match contre le Magic, le premier, il est cata. Kibaka est très bon sorti de banque, Siakam est super fort, enfin bref, le supporting cast a élevé son niveau de jeu et il a eu un vrai numéro 2, Kawhi, en VanVleet en fait dans les grands matchs. Donc c'est Chris Middleton en fait qui va faire la bascule, plus que Giannis encore. Tu es d'accord avec ça, Axel ? Ouais, et aussi, moi, comme je disais avant, sur Bledsoe aussi, parce que c'est le meneur et qu'il a beaucoup la balle et que lui, il a la faculté aussi à pouvoir créer, même pouvoir se créer son propre tir. Chris Middleton, tu vas plus le trouver sur du post-up, des ISO, des trucs comme ça où il va être très fort. Mais Bledsoe, il peut vraiment emmener quelque chose de différent avec la balle. Et tout ça, bien sûr. Et tu peux pas avoir qu'un gars qui porte la balle dans ton équipe, tu vois. Et pour l'instant, c'est Giannis. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont besoin quand même d'un deuxième playmaker ou mec qui peut être un peu agressif, ça. Tu penses que Bledsoe peut vraiment être ce mec-là moi, honnêtement, il fait des stats. Hein, bien sûr, mais là... Mais je trouve qu'il pèse pas assez sur le match. Ouais. En fait, moi, la seule valeur sûre de cet effectif, pour moi, c'est George Hill. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. C'est George Hill qui a, par son vécu, qui a joué des finales, puis par le fait que ce soit un two-way player quand même, capable de mettre des paniers quand il faut, un bon défenseur, bon, son expérience. Moi, je pense que c'est la seule valeur sûre. Wes Matthews, aujourd'hui, a eu un vrai vécu, mais c'est plus le joueur qu'il était à Portland. Il est quasiment que shooter exclusif, même s'il est capable de se mettre des pelées défensives. Et Middleton, malgré... on l'aime beaucoup, Middleton, le talent qu'il a, mais moi, être un Pippen, être un Kyrie, est-ce qu'il peut être ça ? Alors là, on compare à peut-être les deux meilleurs lieutenants de l'histoire, mais en tout cas, il faut qu'il se rapproche de ça, sans dire que ça sera un Pippen ou un nouveau Kyrie, mais en tout cas, il faut qu'il se rapproche dans l'impact de ça. Et sur le match 1, on se dit, tonton, tu vois... il faut se faire mal, hein. Toi, tu es passé par le Milwaukee, tu l'as eu, il était déjà là, Middleton ? Ouais, c'est un joueur magnifique. Hein. C'est talent, ISO, post, tu défendais sur lui, direct. Il est grand, quoi. Ouais, il fait 6'7", je pense, mais vraiment beau joueur, quoi. Vraiment beau joueur, classe, quoi. Vraiment classe. Et tu sens que c'est un mec, alors c'était il y a quelques temps maintenant, il a vraiment évolué, c'est devenu un All-Star depuis, mais tu penses que c'est un mec qui a les épaules pour devenir un vrai numéro 2 à côté de Giannis ? C'est pour ça que moi, je pense vraiment en fait que Milwaukee, je pense pas que ça sera le type d'équipe qui aura Giannis et un numéro 2 à la Kyrie, à la Scottie Pippen. Je pense vraiment qu'en fait, c'est tous qui doivent élever leur niveau de jeu et ce sera plus un Giannis et Senga. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, ce sera plus ce type d'équipe plutôt qu'une équipe un peu, tu vois, bien dessinée comme les Cleveland avec LeBron, Kyrie, ou tu vois ce que je veux dire ? Ce sera plus vraiment un collectif. Eux, je pense que c'est comme ça qu'ils font la différence. Ça se tient. Mais ça se tient, et c'est surtout ce qu'on voit depuis 2 ans, et je trouve
ce débat, il est presque un peu sévère, j'ai envie de dire. Tant depuis 2 ans, on voit une évolution d'une équipe, on se dit, oui, cette équipe-là, elle est prévue pour, à un moment donné, aller au moins en finale ou gagner un titre, avec autour d'un mutant qui est Antetokounmpo, d'un super coach qui est Budenholzer, quelque part un lieutenant qui est... quand t'as un All-Star à côté de toi, t'as un lieutenant avec Middleton, des bons joueurs, Bledsoe, George Hill, les frères Lopez. On est, sur les noms, il n'y a pas un mec où tu fais, lui, il a rien à faire là. Ouais. Il leur manque Ilyasova, qui fait toujours du... Et pourtant, il n'y a pas eu de grand changement dans le jeu. C'est juste que le fait de la fin de contrat de Giannis arrivant, en se disant, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir, rajoute une chape de plomb énorme sur cette équipe, et on voit que quelque part, on commence à avoir des interrogations, pas de certitude, certainement pas, mais des vraies interrogations pour savoir est-ce que cette équipe est le calibre d'un futur finaliste, voire d'un champion. C'est terrible, hein, le sport, comme finalement, c'est pas que le basket de bien s'entraîner. C'est bien, on joue bien ensemble. Il y a autre chose. C'est clair. Et c'est ça le très très haut niveau. Bien sûr, mais c'est vrai que l'idée de Giannis qui pourrait signer là à la fin de la saison le plus gros contrat de l'histoire de la NBA. Nico nous avait dit combien 200 000 Oh là, on s'approchait à plutôt de 300 millions. Hein. Donc, le truc, c'est que 200 millions, c'était Curry, donc oui, c'est 270. Le truc, c'est que si Giannis là ne prolonge pas, en fonction de ce qui se passe, ils vont au bout ou pas au bout, s'il ne prolonge pas, l'année prochaine, c'est une année compliquée. Hein. On fait quoi de lui, on le trade. Enfin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes. Je pense pas qu'ils le feront. Il faut tout faire pour le re-signer, lui faire des massages de yab tous les jours s'il faut. Je sais pas, mais trouver un truc. Mais c'est aussi de ça la pression dont on parle. C'est qu'on est déjà dans un entre-deux là. Si on va au bout, est-ce qu'il reste? Si on se fait sortir rapidement au deuxième tour, est-ce que Giannis peut pas dire en fait, Miami, c'est là-bas que j'ai envie d'être. Donc surtout qu'on sait que Miami est très chaud, Axel. Et quand on voit Miami, ce qu'il propose. Et avec déjà Butler installé, le basket proposé, où pour le coup, il y a vraiment de l'alternance, super bien coaché, Pat Riley derrière en coulisses. C'est, sans parler des rapports de ville Miami-Milwaukee. Sans parler de l'hiver à Milwaukee et l'hiver à Milwaukee, d'aller dire que c'est mieux de vivre à Miami. Ça peut rentrer aussi en compte dans la tête d'un joueur, dans la tête d'une franchise, et ça peut venir parasiter le sportif. Ouais, non, clairement. C'est pour ça que je disais avant... Même s'ils vont pas en finale cette année ou quoi, pour Giannis, c'est pas grave, puisqu'il a 25 ans, mais pour Milwaukee, c'est un problème. Après, personnellement, j'ai vraiment du mal à le voir partir et le voir jouer ailleurs. Tu vois. Il est très attaché à Milwaukee. On ne pas pareil, KD. Ouais, si. KD, après, il n'y avait pas l'autre fou dans son équipe. Hein. Mais après, c'est possible. Hein. Et c'est comme tu as dit, en fait, c'est surtout en fait, l'engouement qu'il va avoir, les gens qui vont en parler, qui vont faire qu'en fait, la situation est problématique. Tu vois. Bien plus que ça se trouve ce que Giannis a dans la tête. Et ce que l'organisation a en tête, parce que ça se trouve, ils en ont déjà parlé, ils savent déjà plus ou moins, mais c'est vrai que s'ils ne re-signent pas cet été, l'an prochain, ça va être fou. Tous les entraînements, ils vont être sondés. On rappelle le passage à New York, et puis, les journalistes. Et puis on rappelle historiquement que Milwaukee, alors là pour le coup, ils avaient été champions, mais avec Jabbar, ils avaient été champions avec Jabbar et Oscar Robertson, mais Jabbar, il a fait la fuite. C'était barré. C'était barré à LA. Donc ils ont déjà eu une méga star qui est partie dans un plus gros marché pour on sait quoi, pour faire des films avec Bruce Lee, voilà. Oui non pas que, mais pas que, parce qu'après il y avait aussi un aspect social aussi important, mais bon bref. En tout cas ils ont déjà eu une méga star qu'ils n'ont pas pu garder, même si avec lui ils ont eu leur seul titre d'ailleurs. Alors Erwan, finale ou pas finale? Moi, je le dis, je le répète, je vois Toronto, je les vois aller en finale de conf, avec Miami, je les vois aller en finale de conf, et je les vois perdre contre Toronto. Je vois Toronto là en finale, qui me paraît sans pression. Vraiment, pour moi, ça va être, c'est là que ça va se jouer. Ils ont rien à perdre, les Canadiens. Axel, finale? Non. Ils perdent contre qui alors? Ah, ça c'est difficile. Hein. Mais pas finale. Je peux pas dire franchement contre qui ils vont perdre, mais je pense pas qu'ils vont aller en finale NBA. Moi, je dis finale quand même. NBA, finale de conf. Oui, non, finale de conf, comment? Ok. Finale de conf, c'est une catastrophe. Miami en demi-finale. C'est leur pire match-up. Ça va être le tableau pour eux, le Qatar, hein, clairement. Ils vont envoyer Adebayo sur lui, ils ont des mecs. Hein. J'ai envie de leur faire confiance. Mais c'est bien. J'ai envie de leur faire confiance. Et c'est pourtant, c'est un sentiment, je ne peux pas te dire pourquoi. C'est important de finir avec ça, pour les fans des Bucks qui nous regardent, où on a mis beaucoup de doutes sur votre équipe de cœur, mais n'oublions pas que cette équipe-là a le MVP en titre, a le meilleur bilan de la saison régulière. Défense fantastique, un super coach. Une super défense, une super coach. Donc voilà, c'est une équipe, si demain ils vont en finale, bravo à eux et on leur souhaite le meilleur. Bien sûr. Voilà. Mais on est là aussi un peu pour se dire, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite faille? Attention, Giannis va pas trop vite. Attention, il y a un mec qui fait ça, là, fais gaffe. Ce qui est bien, c'est qu'il joue ce soir le match jeu contre Orlando et on verra la réaction, notamment tactique défensivement, des Bucks. Et on verra s'ils retrouvent un peu leur basket un peu plus maîtrisé. Voilà, on a fait le tour de ce bon débat. C'est le moment du deuxième focus parce que ce soir, il y a encore des matchs. Ça va être génial. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Allez, faites vos jeux, rien ne va plus. Messieurs, Toronto, Brooklyn. Non, c'est pas ça. Non, Toronto-Brooklyn. Non, c'était hier. Tout à fait. Non, c'est des matchs hier soir. Oui, absolument. Ah, j'ai n'importe quoi, j'ai mal lancé le truc, mais c'est pas très grave, vous m'avez compris. Hier soir, il y a eu des matchs, on s'est régalé. Toronto-Brooklyn, Boston-Philadelphie, on s'est moins régalé. Ouais. Denver-Utah, on s'est régalé, enfin surtout si on est pour Utah. Dallas-Clippers, on s'est aussi régalé, enfin si on est pour Dallas. On commence avec, allez, Cocorico, Toronto-Brooklyn. Toronto mène 2-0. Brooklyn s'est bien battu, et surtout, notre gars TLC. Mon gars, il régale. Bravo, si tu nous regardes, Ah ouais. Timothée, bravo à toi. Ah ouais. Axel, tu l'as côtoyé un petit peu. Ça fait plaisir de voir Timothée à ce niveau-là. Ouais, non, clairement. Bah, c'est un super gars, je le connais depuis un moment. Et non, là, il est en train de cartonner, là. Donc, props à lui. Et non, j'espère que ça va continuer. Hein. Qu'il gagne, qu'il perde, lui au moins, il va potentiellement tomber les armes à la main. Et là, ce qu'il fait, c'est fort. Ouais. Il marque des points pour la suite. Bah, On sait que l'année prochaine, les Nets vont devenir un contender direct avec le retour de Irving et de Kevin Durant. Et lui, dans les petits papiers en sortie de banc, il marque des points. Frérot, sur le premier match, sachant qu'il fait une bulle fantastique hein, avec des matchs à plus de 20 points, premier match de playoff, 26 points, un 9 sur 13 au tir, 6 sur 9 à 3 points, 7 rebonds. C'est la meilleure marque pour un Français pour son premier match NBA. Bah, Tony Parker 21 points, Babac 15, Evan 11 et 10 pour Jérôme Moïseau. Important de souligner la performance de ce bon vieux Jérôme. Et puis derrière, sur le match de hier soir, il est intronisé dans le 5 à la place de Kuruc. Et puis il se dit, il va pas faiblir, sinon c'est pas drôle. Donc hier, 17 points, à 6 sur 16 au tir, 3 sur 10 à 3 points. Petite baisse de régime d'un point de vue de l'adresse. 36 minutes. Et puis ce qu'on disait, c'est qu'il fait kiffer dans le jeu, quoi. Il est pas que, tu sens qu'il y a des mecs qui sont on fire, qui mettent dedans. Non, il fait des trucs, des extras. Ah ouais, il fait kiffer, il est agressif. Il fait kiffer, il est en train de gagner sa place effectivement pour l'année prochaine. Avant l'émission, on en parlait. On l'avait eu un petit peu par Zoom quand on avait fait l'émission sur l'histoire des Sixers. Et il nous avait confié qu'à l'entraînement, il était face à KD qui est revenu à 100%, mais qu'ils ont voulu préserver pour la bulle. Mais il s'est mis 3 semaines, un mois de bune à bune avec Kevin Durant. Axel, c'est le genre d'opposition pendant un mois qui peut te faire avoir un déclic dans ta carrière? Ouais, je pense, ouais. Ça t'élève. Bah, tu côtoies vraiment le top du top. Hein. Là, tu peux difficilement faire mieux. Et en plus, Timothée, bah, c'est vraiment un compétiteur. Et c'est un mec qui aime justement ce genre de défi, ce genre de challenge. Donc, je pense que bah, ça a dû contribuer à ce qu'il explose et lui donner confiance. Et là, ouais, il est en train de casser la baraque. Là. On aime bien comparer ça. Tu as mis une misère de fou à l'entraînement. À l'entraînement? Ouais, ou genre pendant t'as fait 1 semaine, 2 semaines et t'as graillé. J'aime bien voir ce genre d'anecdote. Démarre de Rosanne. Ouais. Ouais. Il est vraiment. Rien à faire. Ouais, compliqué. On sent que le souvenir est douloureux. Non, enfin, c'était pas non plus en mode bon, allez, sortez-le, parce que truc, tu vois. Parce qu'il peut pas, mais c'est vraiment. Ouais, tu te dis, faut que je fasse quoi en fait? Parce que même tu le bloques un peu, en fait, il est vraiment super fort sur ses jambes. Il est costaud physiquement. Et là, c'était vraiment au moment où il a développé toute sa palette offensive, poste, les moves à la Kobe, tout ça. Et ouais, je lui faire des trucs, des bras roulés, main droite, main gauche, fake away, feinte, il te saute dedans. Récital, quoi. Récital. Bravo, Demar. Good defense, but better offense. Ouais. Puis vraiment, tu sais, sans se presser, sans stress. Ah, ça, il est calme. Hein. Genre comme les gars de Cali, quoi. Donc ouais, non, Demar, franchement, très très fort. Ouais. On enchaîne avec Boston, Philadelphie. Joel Embiid est plutôt bon, mais Joel Embiid est tout seul. Joel Embiid, no man's land autour. Ouais, et pourtant, il y a du monde. Hein. Il y a des mecs quand même. Tobias Harris, frérot. Le problème d'hier, c'est qu'ils sont bons. Ils font un énorme début de match. Franchement, Philly fait un très beau gros premier quart-temps, 33-27. Il y a un petit écart et tout. Derrière, plus rien. Ils mettent 2 points en je sais pas combien de minutes. Boston, Jason Tatum se réveille. Et en fait, la différence de classe entre les deux équipes, elle est flagrante. Et malheureusement, on avait dit que Matisse Thybulle allait être dans le 5 majeur, défendre sur Jason Tatum. Le pauvre, hier, c'est quand même 2 points avec un moins 30 de plus-minus. Alors, on n'est pas en train de sacrifier notre ami Matisse, hein, surtout pas. Mais triste en fait pour une équipe qu'on voyait très très haute. Mais là, la différence d'équipe, de classe entre deux équipes, elle est énorme, quoi. Tu veux que je te dise, on en reparlera des Sixers une fois qu'ils seront éliminés, donc que leur saison sera terminée. Je leur souhaite le plus tard possible. Mais je pense que c'est un mal pour un bien ce qui leur arrive. Il va falloir, je pense, cet été repenser complètement cette équipe-là. Et ils ont pas mal d'assets. Ils ont de quoi être sur le marché des transferts. Et à leur fin, il va falloir s'en débarrasser. Il va falloir quand même réfléchir différemment que ce qu'ils ont fait il y a un an. On aura le temps d'en reparler. Petite info sur Boston quand même, Gordon Hayward s'est fait une belle entorse, il sera absent au moins 3 semaines.
4 semaines, ils annoncent. Ils annoncent 4 semaines, 3-4 semaines, et c'est une catastrophe. Gordon Hayward, il a vraiment pas de chance. Il fait une saison, on n'en parle pas, alors qu'il fait une bête de saison. Ouais. Il est très complet, on le retrouve à son meilleur niveau. Il fait pas un bruit, alors qu'il y a quand même 2 mecs qui peuvent être All-Star, voire 3. Même il y a 3 avec Kemba, Jaylen Brown et Jason Tatum. Et il se pète encore, alors que c'est le deuxième meilleur créateur pour les autres dans l'effectif. Ça fait pas kiffer pour Boston. On espère le revoir. Vraiment. Absolument. On espère Ça le fait pas revoir. kiffer pour Boston. Fasse au moins une. Si Boston fait une demi, enfin, il risque de faire une demi et une finale de conf, on leur souhaite de revoir. Contre Toronto, Gordon deuxième Hayward. tour. Gros match hier soir, Nuggets Jazz. Il y avait eu un thriller incroyable sur le match 1 entre Un record pour Donovan Mitchell, les 57 points. Entre Murray et Murray. Donovan Mitchell. Et là, sur le match 2, énorme avantage aux Jazz qui ont été très forts avec un Donovan Mitchell incroyable, un très bon Rudy Gobert aussi et une adresse de l'enfer. Le truc du premier match, c'était qu'on s'était dit, si Donovan Mitchell met 57, que tu vas en prolongation et que tu perds, c'est impossible que le Jazz gagne cette série. Et ben voilà, que nenni, j'ai envie de te dire. Deuxième match, ils les ont explosés. Donovan Mitchell est à 30 points, 10 sur 14 au tir, des filoches, mon gars, des trucs foot. Clarkson est très bon aussi. Ils sont surprenants, parce qu'après la bulle qu'ils ont fait... Très bon, ils font un énorme match. Ils font un énorme match, mais sauf qu'on a vu la bulle sans inspiration, en attaque, très décevant. Là, franchement, ils nous sortent 2 gros matchs. C'est une très bonne équipe de Denver et quand Donovan Mitchell est en playoff, c'est un autre joueur. Hier, c'est pas une très bonne équipe de Denver. Ils ont vite baissé la tête. Bien sûr. Et puis ils sont à moins 30 à un moment dans le troisième quart. C'est une équipe, on sait que leur step-up, il est venu défensivement à Denver. Que Mike Malone a amené ça. Ouais. Et hier, ils sont... Toi, tu as connu Mike Malone, hier, on sait que c'est un coach qui leur a amené cet aspect défensif. Hier, on a vu des Nuggets qui ne pouvaient pas défendre. Et les Nuggets, malgré tout le talent qu'ils ont en attaque, s'ils ne défendent pas, c'est mort. Ah, ça va être compliqué. Mais c'est une série qui va vraiment être serrée, je pense. Ça va être très disputé, ouais. Et ça va être une belle série. Ouais. Tu dis qui, toi? Utah ou Denver? Ah, cette série, c'est vraiment la pièce. Hein. Attends, on veut un 7e match, en tout cas. Ouais, Attention à Jamal Murray, qui est très fort. Très, très fort. Qui ne tombe pas dans un délire de duel personnel avec Donovan Mitchell. Hier, j'ai senti par moments qu'il est dans un échange comme ça de je veux te rendre les paniers et du coup que le collectif, mais on revient à des problèmes autour de Jamal Murray qui n'est pas un pur meneur. Non, c'est un combo. Il est fantastique, hein, il est dans la forme match de 1, gros. Non, mais il est trop fort, mais c'est pas un pur meneur. Ouais. Alors quand il est très fort comme sur la fin du match 1, c'est super, alléluia. Mais quand il est moins bien, parce que tu vas pas faire des fins de match comme ça, qu'il faut faire un peu jouer les autres et que toi tu rentres dans un duel un peu personnel avec un adversaire. J'ai envie de voir sur la suite. Attention à ça quand même. On finit avec le match de la nuit. Notre ami Luka Doncic qui s'offre les Clippers. Enfin, Luka Doncic qui ne joue pas le 4e quart-temps avec un problème de faute. Et c'est le banc qui s'occupe de tout. Avec notamment un Dylan Wright et le frère Curry, Seth Curry. Incroyable, Thomas. Alors, Luka est incroyable sur ce match-là. Hein. Il finit encore une fois à 28 points, 8 rebonds, 7 passes, 8 sur 17. Il leur fait la chanson, je sais pas. Et il ne joue pas le dernier quart-temps parce qu'il est à 5 fautes. Et qu'en fait, on se retrouve donc avec un trio d'arrière à Dallas. Donc, tu l'as dit, Seth Curry, Dylan Wright et Trey Burke. Mais ils ont été extraordinaires, sachant que Dallas prend 10 points d'avance au début, les Clippers reviennent grâce à Kawhi. Ensuite, ils reprennent 10 points d'avance au milieu du match, les Clippers reviennent grâce au banc et le Williams et tout. Et finalement, ils explosent dans le dernier quart-temps. Et alors, les Bucks ont perdu, les Lakers ont perdu, les Clippers donc ont perdu contre encore un super Porzingis. Les favoris sont un peu en struggle dans ce tout début de playoff NBA. 127 points encaissés par les Clippers. C'est pas beau, hein. Ça fait pas sérieux. Hein. Ouais, c'est pas top. Ils sont un peu en mode... Pat Beverley ne jouait pas. Cruise, facile. Mais alors, c'est vrai, on l'a souvent dit, on a l'impression on a cette sensation-là. Est-ce que c'est pas dangereux? Ah, c'est dangereux. Hein. Des fois, tu es en mode comme ça et... Enfin, l'interrupteur, au bout d'un moment, il répond plus. Hein. Donc, non, c'est dangereux. Après, c'est un peu comme les Lakers, quoi. Encore plus peut-être même, mais c'est une franchise qui a... Ils ont des mecs qui ont beaucoup d'expérience, le coaching staff, les Doc Rivers, même les joueurs et tout. Donc, franchement, à voir. Hein. Mais après, jouer Dallas comme ça, premier tour, c'est comme les Lakers, c'est pas cadeau non plus. Hein. C'est un premier tour difficile. Hein. C'est des faux premiers tours quelque part. Tu t'avais annoncé sweep, hein? J'avais annoncé sweep. Des Clippers, Diallo, mais du coup, ça sera pas le cas. Mais parce que je pensais, j'ai mis 5, parce que je pensais que les Clippers allaient enclencher une forme de mode. Alors ça veut rien dire de dire ça, appuyer sur un bouton, ça n'existe pas. Mais je me dis en playoff, voilà, ils sont attendus, ils vont vouloir envoyer un message. Et finalement, ils sont encore dans ce mode, comme tu dis, Axel, Cruz. Ils contrôlent. Paul George Kata hier. Hein. Ouais, Paul George Kata. Mais au-delà.
cette équipe, on a toujours dit, même s'ils sont qu'attendés en attaque, c'est pas grave, puisque tout le monde peut défendre. Ils peuvent mettre un 5 défensif de la mort, même s'il n'y a pas de Beverley. Tant qu'à 125 points, ça veut dire que tu respectes pas le jeu et tu te fais punir. Et il y a ça, et quand tu prends carton par carton, ils encaissent 29, 32, 37, 29. Donc ici, Si t'es pas à 25, c'est pas 25 ou moins, bah au moins sur quelques cartons. Ils s'y sont jamais mis. Exactement. Bah, bien fait pour eux, du coup. Bien fait pour eux, et puis ça nous offre une série ouverte et on va se régaler. Ouais, le bravo à Luka en tout cas, hein, qui a marqué Toujours. donc 75 000 points de match de playoff et qui est toujours trop fort. Qui repousse les limites du trop fort. Incroyable. Il est trop fort de ouf. En plus, il paraît qu'il aime la night, donc c'est quand même. Paraît-il. C'est ce qu'il se dit en Espagne. Hein? Ah, je sais pas, j'étais pas Voilà. là. Non, il était pas là. T'as jamais entendu parler des nights de Doncic à Madrid? Non, mais sinon, l'année où il était en Espagne, moi j'étais. Non, t'étais pas là. T'étais pas là. Mais genre, les joueurs parlent pas entre eux. Non. Il faut qu'on. On a des infos en tout cas. Je vais mettre un tweet là d'ailleurs. News ou pas? Pas de news évidemment. Je vous quitte pour Alors, faire le quiz. Thomas, merci, parce que Thomas a un train à prendre. Oui, en ce moment, la First Team, c'est bizarre. Hein. Erwan n'est pas là une semaine. Thomas ne va pas faire le quiz, mais c'est pas grave, c'est Tom qui va venir faire le quiz. Et moi, je vais me retrouver en tête à tête avec Axel, et qui est très fort en quiz. Je me souviens qu'il avait été très bon sur l'émission Zoom. Donc là, ça va être un quiz de très haut niveau. Thomas, bon train. Bah écoute, et j'y vais maintenant. Regarde, je pars en courant. Ciao, ciao. Allez, le quiz tout de suite. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Bonjour à tous, c'est le moment du quiz, le meilleur moment de la journée, comme le petit déjeuner. C'est parti, j'espère que vous êtes chaud. Attends. Ah ouais. C'est le meilleur moment de la journée. Comment ça va, mon petit Tom? Ça va super bien. Après cette soirée compliquée de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est compliqué. Tu sais quoi, hier, je me suis couché, c'était un peu triste. Et ce matin est une nouvelle journée. Move on, comme on dit chez moi. Ah, tu dois être fier quand même. Ouais, on est fiers. On sort la tête haute quand même. Non, c'était très sympa. Avec votre tournoi UNSS, là. Allez, vas-y. Ah oui, excusez-nous le Marseillais. Du coup, on commence, comme la semaine dernière, j'ai fait une draft, où j'ai flouté les noms des joueurs. C'est la draft 2017. Ça va être de l'énumération. On va aller dans l'ordre. On part du premier, c'est Axel qui va commencer. Et le premier qui se trompe, on a le droit à une bavure. Comment ça? En 2017. Ouais. Tu peux envoyer Polo? C'est qui le premier en 2017? Ah, on a les équipes qui draftent? Ouais, vous avez les équipes et même la fac pour vous aider. Ah, bon, ça va. Vous pouvez regarder dans le barco si ça vous aide un peu plus. Ah, c'est facile alors. Donc c'est moi qui commence. Oui. Ouais, tu commences. Markel Fultz. Bien sûr. Ingram. Oh non Allez, Lonzo Ball alors. oui. Lonzo T'as Ball. fait une bavure, attention. Bavure. On compte les bavures? Ouais, vous avez le droit à une chacun. Jason Tatum. Ouais, Qui? Jason Tatum. Jason Tatum, évidemment. Comme il s'appelle. Je l'ai. Comme il s'appelle, c'est le grand fin poste 3 qui est à Memphis maintenant. Ouais, les initiales c'est Gigi. Ah, bavure et aide en plus, hein. Je l'aime bien ce joueur en plus. Je l'ai pas. Moi, je l'ai su. Ouais. Putain. Vas-y, dis-moi. George Jackson. George Jackson. Allez, on J'ai continue. enchaîné. Allez, on continue. On continue. Jaron Fox. Ouais. Pas mal. Aaron Gordon. Non, oh là, Non, ça Florida fait... State. Magic d'Orlando. Non, mais c'est Jonathan Isaac. Oui. Catastrophique. Lauri Markkanen. Ouais, Frank Dinikina. bien sûr. Wow. Dallas. Ouais. Ils ont beaucoup été comparés avec Frank Ntilikina. Hein, je Ah, me ben souviens. oui. Ah oui, Dennis Mugen. Mais Ouais. c'est NC State, ok. Le Wolfpack, il. Moi, j'ai quoi ensuite? Gonzaga, qui est échangé à Portland, c'est. Ouais, qui est à Collins. Portland. Et voilà, qui est Bien blessé joué. en ce moment. Malik Monk. Ouais, Ouais, je l'ai fait. C'est pas le shooter, là? Si. Qui a des rastas? aux Pistons. Non. Qui est blanc. Ah, si, c'est. Luke Kennard. Ouais, allez, il reste 2 All-Stars. De All-Star? Ouais. Ah oui. Denver, Louisville. Ouais, mais il a pas joué à Denver. Non, il a pas joué à Denver, il est Il parti était là à direct dans, Houston. dans la franchise. Non, Non, c'est pas lui? non, il est parti. Ah non, c'est Donovan Mitchell. Il est parti à Utah. Ah oui, Donovan Donovan Mitchell. Et le dernier qui est en playoff, qui est très fort. Ouais, si. Wildcat de Miami, c'est Adebayo. Oui, bravo. Bon, point à Axel, évidemment. Bravo. Évidemment, point Axel. Point Pas mal Axel. comme jeu, ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand t'as les facs et les franchises, équipes. c'est Ouais, pas mal ouais. du tout. C'est cool. Alors, prochain jeu, c'est tout nouveau. J'ai voulu faire un truc, comment était l'équipe avant qu'il arrive, donc avant qu'une star arrive. Et j'aimerais, là, vu qu'on a parlé des Bucks, je vais vous montrer l'effectif des ça me Bucks plaît, ça. de 2012-2013. Il va falloir me trouver les joueurs. Ça me plaît, ça. C'est de l'énumération, c'est très dur. Alors, il y a 2 trucs, il y aura ça, voilà, vous pouvez regarder. Donc, vous avez leur college
la date de naissance et leur nationalité. J'ai aussi une photo si ça peut vous aider, mais j'ai flouté les têtes évidemment. Vas-y, Qui veut commencer? vas-y à toi, Axel. Donc je peux dire n'importe lequel. Hein. Ouais, tu peux dire n'importe lequel. Brandon Jennings, Ouais, Luc Mbamouté. ouais, Monta Ellis. oui. Je regarde les- Est-ce que je peux revoir la photo? Ouais, tu peux montrer la photo. Est-ce qu'il n'y a pas le Turc là? Ah, mais pourquoi je perds des noms comme ça là? Il y a un Turc, si. Ilyasova. Oui, Ilyasova. Il y a Luke Ridnour. Luc Ridnour. Non, il n'y est pas. Oh. Bavure. À moi. Une bavure. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Qui c'est qui était à Wake Forest? Ah, si, il doit y avoir le pivot là, le grand pivot qui a fait une dépression. Qu'ils ont signé là. Non, Ah, je là, crois pas là, qu'il était à il a l'époque. des lunettes là. Ouais, mais Celui de, 2012. celui de Wake Forest, et il est aux Pistons maintenant. Non mais vas-y, remets-moi la photo. Où je le vois. je crois pas qu'il est. Lui là. Ah, si. Non, il est même à Washington aujourd'hui. Non, il est plus. Il était pas. Un petit meneur, celui qui vient de Wake Ah, Forest. il y a John Henson. Ouais, qui était déjà là. Il reste un que vous pouvez trouver. Franchement, il y a un shooter. Shooter incroyable. Michael Red. Un petit blanc, numéro 5. JJ Redick. C'était Reddick. Ouais, c'est pas simple ton histoire. Ah ouais, voilà, pas bon. Ouais, tu peux montrer. Vas-y, envoie les photos des têtes. Ah, Tobias Alors, Harris, Mike Dunleavy, Mark Smith. Ah ouais, putain. Ah, Denis Beno Idri. Ah ouais, d'accord. Deron Limb. Il y avait Tobias Harris, c'est bien. Deron Limb, il est passé par Nanterre. Ouais. Marquis Daniels, pas simple, hein. C'était pas simple. Allez, pas sûr que je le refasse, hein, messieurs. On va sur le qui suis-je. Vas-y, Celui-là, il est plutôt plus simple. tout se joue là. Je suis né le 9 février 1982. Attends, c'est vitesse là? Ouais, J'ai fait donc partie de la sainte génération. 82. C'est la meilleure génération. J'ai fait mon cursus à la fac du côté de Saint-Joseph, de 2000 à 2004. J'ai fait d'ailleurs... Damian Nelson. Jamir Nelson, ça part très très vite. J'allais dire Delonte West. Parce qu'il a été ton coéquipier. C'est pour ça que j'étais allé le prendre. Ah, ouais. Ouais, d'accord, ben merde. Ah, ça sort très très vite. Ouais, mais il est son coéquipier Ah, tard, il fait des trucs avant. Ah ouais, bravo. 82. Non, franchement, Saint-Joseph. Joseph. J'ai un pote à moi qui a joué un peu plus tard. Et sinon, ouais, c'est Jamir Nelson, Delonte Delonte West. Ouais, il va au Magic et tout, très fort. Bon, mais c'est ce qu'on Il est appelle, All-Star une fois. Ouais. ce qu'on appelle se faire beauté. Ah, moi, c'est aller vite, bravo. Bravo, bravo Axel. Et bravo d'ailleurs pour toute l'émission. C'était très cool de t'avoir, d'avoir tes plaisir. tes analyses. T'es sur Paname de toute façon. Je suis là. Donc tu repasseras nous voir Pas de avant souci. que tu repartes Pas aux de souci. États-Unis. Avec plaisir. Bon, écoute, mais c'est parfait. Encore merci vraiment d'avoir été là. Bravo Tom pour le quiz. Aucun Tom, on souci. espère que tu auras eu ton train. Et oui, et puis nous on se retrouve ce soir 21h30 pour le match entre OKC et Houston. Tu seras avec moi en plateau normalement. Évidemment. Et donc on va se faire ça. Soyez avec nous bien sûr Twitch. On va se poser plein de questions. On fera des quiz, des qui suis-je, tout Ça va à être très dans le cool. match. Et puis on se retrouve nous lundi pour une émission en début d'après-midi et le live sur Twitch le soir avec les pronos Parions Sport. Merci les gars de nous suivre de plus en plus. Ciao, on se retrouve ce soir 21h30 sur la chaîne Twitch. Sinon lundi sur la chaîne YouTube. Ciao ciao l'équipe.